Sénégal de porter sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Notre compatriote actuellement représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale entend travailler dans l'intérêt du Sénégal et du continent. Le voici au micro de Omar Nying. Comme vous le savez, le Sénégal a décidé de présenter ma candidature comme président de la Commission de l'Union africaine. Et je suis venu pour remercier M. le Président de la République pour l'honneur qu'il me fait pour cette mission exceptionnelle. Il s'agit aujourd'hui pour nous de faire en sorte que, à travers, si nous sommes élus, cette position, faire en sorte que notre continent puisse aller de l'avant. L'Afrique fait face aujourd'hui à beaucoup de défis, défis à l'interne d'abord, mais aussi défis face à un monde en pleine transformation, des crises sur le plan économique, sur le plan politique, la problématique du terrorisme. Mais aujourd'hui, notre organisation continentale a besoin de faire face à tous ces défis de manière unie, dans la cohésion, à travers des transformations de cet outil qu'est l'organisation de l'Union africaine. Et bien entendu, je voudrais m'attacher dès maintenant à me préparer avec l'appui du président de la République, avec l'appui du gouvernement. Vous avez à côté de moi le ministre des Affaires étrangères. Nous puissions, avec l'aide de Dieu, obtenir cette position dans l'intérêt du Sénégal, qui est partie intégrante de l'Afrique. Le Sénégal veut apporter une contribution au progrès du continent africain, dans l'intérêt des peuples d'Afrique. Et je suis heureux de pouvoir être porteur de cette aspiration. Refonte partielle des listes électorales. Les députés ont adopté la loi ce jeudi. Les débats ont porté sur l'opportunité d'une telle loi et la carte d'identité biométrique dans l'espace CEDEAO. Le ministre de l'Intérieur a apporté des précisions sur les questions soulevées. Thierno Arnaud aussi. Cette séance plénière porte sur le projet de loi numéro 21/2016. Pour le ministre de l'Intérieur, il vise le renforcement de la démocratie, la fiabilité et la transparence des élections au Sénégal. Et le débat qui se pose aujourd'hui à l'hémicycle tourne autour de l'opportunité de la refonte du fichier électoral prévu par le projet de loi en question. Au moins 4 millions de cartes d'identité devront être renouvelées pour que l'on ne soit pas en porte-à-faux avec la loi. La présence physique est obligatoire. On ne peut pas commanditer ça. Ce ne sera pas sur la base des fichiers que nous détenons que nous allons sortir la carte. Non, la présence physique du compatriote est obligatoire pour avoir la nouvelle carte d'identité. On a pensé que dans ces mêmes conditions, puisqu'on parle de révision donc, des fichiers, pourquoi ne pas faire l'opération en même temps? C'est ce qui justifie en tout cas l'urgence qu'il y a lieu. L'autre question soulevée concerne la carte d'identité biométrique communautaire. Comment elle peut être couplée avec la carte d'électeur? Une fois qu'on vient s'inscrire, on a toutes les données relatives à la situation de la personne au recto de la carte et au verso, donc c'est supposé vierge. Cette partie n'est remplie que pour nos compatriotes qui auront justement confirmé ou qui auront décidé de s'inscrire sur les listes électorales. Un autre sujet a été abordé, le consensus autour de ce projet de loi. Pour l'opposition, l'État n'a pas du tout dialogué et pour la majorité, toutes les préoccupations de la classe politique sénégalaise ont été prises en compte. Sur le point relatif à la refonte partielle du fichier électoral, l'opposition indique qu'elle a exprimé A. un désaccord sur la confirmation, B. un désaccord sur la radiation d'office qui ne se serait pas présentée à l'issue de l'opération de la refonte. Il y a donc eu bel et bien désaccord sur ces points-là. Il y a eu 19 séances. Sur les 19, il y a ce point qui a porté sur 6 séances. Ce seul point. Ces rencontres ont abouti, in fine,
Effectivement, honorable député, peut-être, Thierno Bokoum, vous n'avez pas la bonne information. Le seul point, je le répète encore, qui fait l'objet justement d'une réserve, c'est la confirmation de l'inscription ou pas. Mais tout le reste a été dépassé et de façon consensuelle, justement, ça a été arrêté et accepté par la Commission. Le projet de loi passe, les députés l'ont voté en majorité. L'Assemblée nationale donne ainsi au gouvernement son oui pour la refonte partielle des listes électorales. La nouvelle présidente de l'OFNAC a été officiellement installée dans ses nouvelles fonctions. C'est Nomundia Yarate, juriste de formation, a prêté serment ce matin. Elle dit vouloir privilégier l'acte plutôt qu'à la parole. Il faut dire que fermeté, pondération et courtoisie sont ses maîtres mots, Babona Tchawa. De bien et fidèlement remplir la fonction de membre de l'OFNAC en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale, et de garder le secret des délibérations. La nouvelle présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption sacrifie ainsi au rituel du serment. Un engagement solennel à remplir dignement ses fonctions devant le premier président de la Cour d'appel. La mission est à la fois exaltante et difficile. La corruption et la fraude font partie des crimes ou délits les plus invisibles. Prêter serment, c'est mettre son âme en péril. Je comprends ces mots, j'ai déjà prêté serment en tant que magistrat. Voilà que je prête encore serment en tant que membre de l'OFNAC. Chez moi, tout est prioritaire. Je tâcherai à travailler avec fermeté, courtoisie et pondération. Comme je l'ai dit, je vais opter pour une démarche participative et inclusive en m'appuyant sur les autres membres de l'OFNAC et sur les collaborateurs que j'ai trouvés sur place. Je pense qu'en travaillant de concert et en coopération, avec ceux-là et avec les partenaires, on arrivera à réussir peut-être la mission qui nous est confiée. Pour contrer le phénomène de la corruption, l'État du Sénégal a toujours outillé et renforcé les juridictions compétentes. Et c'est d'ailleurs dans cette logique que l'OFNAC a été créé. Le renforcement des pouvoirs d'investigation de l'OFNAC, autorité administrative indépendante, par la souplesse de ses modes de saisine, pour ne pas dire son pouvoir exceptionnel d'autosaisine, l'exercice d'attribution de police judiciaire sectorielle, comme l'audition de témoins ou l'interrogatoire de personnes sur qui pèsent des indices de fraude ou de corruption, entre autres, traduit, si besoin en est, la volonté manifeste des autorités politiques de notre pays de combattre la corruption sous toutes ses formes. La loi portant déclaration de patrimoine est venue renforcer les pouvoirs de l'OFNAC. La rigueur professionnelle et les qualités de magistrat exemplaires de Seynabou Ndiaye Diakhaté ont été saluées durant cette cérémonie solennelle. L'hôpital d'enfants Albert Royer va bientôt se doter d'un centre de prise en charge de la drépanocytose. Le projet fait partie de nombreux chantiers en cours ou achevés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministre a visité ce matin le chantier. C'était en marge d'une réception de dons d'équipements sanitaires. Pour l'amour des enfants, les mécènes ont encore fait parler leur cœur. Ce matériel va faciliter la prise en charge des pensionnaires de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Nous avons aussi du matériel donné par nos partenaires de Horizon Sahel qui sont basés en France. Nous avons aussi reçu beaucoup d'équipements. Donc c'est tout ceci que nous avons tenu à présenter à Madame le ministre et pour la remercier. Avec elle, nous avons aussi remercié Madame la présidente de la Fondation Servir le Sénégal qui nous a beaucoup aidés. Elle nous a donné beaucoup d'équipements qui aujourd'hui nous aident dans le cadre de la prise en charge des enfants. D'autres médecins aussi nous ont aidés et ça c'est dans la discrétion. Après avoir présenté les équipements réceptionnés au ministre de la Santé, place à une visite guidée des chantiers de la structure. Albert Royer fait sa mue. Les projets les plus en vue sont le centre de prise en charge de la drépanocytose et la néonatologie. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que j'ai pu voir que nous avons un bâtiment qui est pratiquement terminé et qui va être inauguré. C'est dire que les choses vraiment avancent. Quand je vois le chemin du combattant des drépanocytaires. Nous avons également vu que vous avez beaucoup de chantiers. Un centre de cardiologie, de réanimation, un pôle mère-enfant, toutes ces choses-là sont importantes. Les services d'urgence, tout cela permettra à Albert Royer de répondre d'une manière encore plus efficace
aux besoins des populations. Des infrastructures et des équipements. Si on y ajoute une dose d'humanisme dans le traitement, les malades ne s'en porteront que mieux. Après celui de Thiès, c'est le deuxième institut supérieur d'enseignement professionnel au Sénégal, l'ISEP de Diamniadio, qui propose des filières dans les domaines de l'automobile et des TIC. Un atelier d'échange sur le modèle d'écosystème de l'établissement a eu lieu ce jeudi. C'est Dina Lunfal. L'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio devrait former à terme 5000 apprenants dans 20 filières axées sur les métiers de l'automobile et les TIC. Cette rencontre a permis aux différents acteurs d'échanger sur le modèle d'écosystème de l'ISEP de Diamniadio. Le FONSIS et la délégation du pôle urbain de Diamniadio ont été associés à la rencontre. La délégation reste disponible pour la construction avec votre département d'un écosystème sur l'automobile et les TIC, les deux grandes filières sur lesquelles repose l'ISEP de Diamniadio. L'ISEP de Dakar sera implanté à Diamniadio, un cadre propice qui justifie l'implication des entreprises. L'ISEP de Diamniadio va être d'abord dans la cité du savoir, c'est-à-dire que dans un espace de concentration de cerveau et de compétences pour faire émerger des innovations au profit de notre économie. C'est un environnement idéal, mais aussi dans un environnement économique, vous l'avez dit. Vous avez ce parc technologique, vous avez le parc industriel, vous avez beaucoup d'entreprises qui s'installent, dont Atos, dont d'autres qui s'installent aussi. Et ceci va permettre, je crois, que l'ISEP, en plus de son centre de production, d'avoir, je pense, assez d'espace et assez d'environnement, de cadre d'accueil pour ces apprenants. Début 2017, les travaux de l'ISEP de Diamniadio vont démarrer. L'ouverture est prévue au mois d'octobre 2018. 80 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe financière mise à la disposition des jeunes de l'INGER, un financement qui permet aux jeunes porteurs de projets de réaliser leurs activités. La caravane des vacances citoyennes a assisté à d'autres activités médicales sur place en présence du ministre Ali Ngouille Ndiaye et des services du ministère de la Santé. Dans la caravane, Ibrahim Andong. Une remise symbolique de chèques aux jeunes porteurs de projets bancables. Au total, 35 projets sont retenus pour 225 bénéficiaires, une enveloppe de 80 millions de francs CFA pour permettre aux jeunes sélectionnés de réaliser leurs projets. Le désespoir est en train de s'envoler pour laisser la place à l'espoir. Au sourire et à la bonne mine pour toute une promotion qui, désormais, grâce à la considération que le chef de l'État voue à sa jeunesse, peut démarrer sous peu, sans la moindre crainte, grâce au financement que vous leur accordez. Améliorer la compétitivité des PME, le souhait des autorités. C'est d'ailleurs ce qui explique ces financements octroyés aux jeunes. Monsieur le ministre, vous venez rencontrer votre jeunesse, celle que le président Macky Sall vous a confiée. Et par les actes, vous venez vers eux, vous enquérir de leur situation, mais également proposer des solutions concrètes. Désormais, la balle est dans le camp des bénéficiaires, mais aussi pour d'autres jeunes désireux de déposer leur projet auprès de l'ANPEJ. Après Kaolack, où on a remis plus d'une cinquantaine de millions à des jeunes pour les accompagner, après Diourbel, pour booster et développer l'entrepreneuriat jeune, nous voici à Linguère pour dire aux jeunes que c'est possible, et c'est toujours possible avec le ministre de la Jeunesse, Mohamed. C'est pour cela, monsieur le ministre, que nous sommes là, nous, l'ANPEJ, qui pilotons, qui sommes les maîtres d'œuvre de ces financements, pour remettre à des jeunes leur financement. Et c'est du réel, c'est du concret. Les vacances citoyennes de cette année-ci, c'est une édition d'action, de réalisation. Mais auparavant, la caravane a visité le centre de santé de Linguère, où il y avait une journée de consultation gratuite.
À cette occasion, nous avons eu à aménager 4 bureaux de consultation médecins. On a également un bureau de consultation pour le cabinet dentaire, un bureau de consultation également pour l'ophtalmologie, mais également on a aménagé un centre de dépistage pour le diabète, le VIH, également pour l'hépatite B. Les populations ont quand même accordé beaucoup d'importance à ces journées parce que c'est un besoin qu'ils expriment souvent au niveau de Linguère. Nous remercions le bon Dieu et saluons les efforts de Aly Ngouille Ndiaye. S'il n'y avait pas cette mobilisation, nous ne bénéficierons pas des soins et consultations pour dépister certaines maladies comme le diabète, faute de moyens. En plus de la consultation gratuite, il y avait aussi un don de sang. Ça, c'est un acte très noble, c'est un acte citoyen et c'est un acte dans les valeurs républicaines que le ministre vraiment nous exhorte. Donc c'est pourquoi vraiment j'ai fait cet acte pour aider nos prochains et c'est un acte civique et patriotique. L'étape de Linguère a été marquée par une vraie solidarité gouvernementale, car le ministère de l'Industrie, tout comme celui de la Santé et de l'Action sociale, était là pour participer aux activités de la caravane des vacances citoyennes. Plus de 500 000 chevaux, c'est ce que compte le Sénégal en nombre assez grand qui fait qu'une bonne partie de l'économie rurale repose sur ces animaux. La filière équine est une grande pourvoyeuse d'emplois et de richesses. Exemple patent à Toubatoul, dans la région de Thiès, où nous mène aujourd'hui la rubrique économie avec Aram Daoua. Toubatoul, un samedi matin, décor de carte postale. Au milieu de ce panorama, le cheval, pas pour le plaisir des yeux, mais pour laisser exprimer son rôle au cœur de l'économie rurale. Que ce soit les herbes, le mil que l'on cultive, l'arachide, c'est le cheval qui nous procure tout. Même quand nos enfants tombent malades ou que nos femmes accouchent, c'est à cheval que nous les amenons à l'hôpital. J'ai acheté le mien à 75 000 francs, je ne le vendrai même pas à 500 000. C'est notre taxi Clando, le cheval. J'ai mon transport en commun, mais puisque les temps sont devenus durs, j'ai tout abandonné pour travailler avec ma charrette. Je peux avoir entre 2 et 3 000 francs par jour. Je suis un agriculteur de renom, moi. Je vends entre 10 tonnes et 20 tonnes d'arachides, des lots de manioc à 3 millions de francs CFA. Et c'est le cheval qui fait tout pour moi. Dans ce Louma, le cheval n'est pas que convoyeur de marchandises, il est marchandise lui-même. On peut compter jusqu'à 2000 chevaux par ici. Avant, avec 30 000, on pouvait avoir un cheval. Aujourd'hui, rien que le poulain, il se vend à 400 000 francs. Pour les talons, il faudra débourser jusqu'à 500 000, voire plus. On est plus de 200 revendeurs de chevaux dans ce forail. Les prix varient entre 200 et 500 000 francs CFA. Les gens viennent de partout pour acheter ici, de Saint-Louis à Dakar. Il faut croire que l'enjeu en vaut le prix. Sans le cheval, beaucoup de ces acquéreurs seraient aujourd'hui au chômage. Le cas d'Abdoulahad, trouvé à 2 pas du foirail, au marché de Toubatoul. Je viens de Ngomen, un village situé de l'autre côté de Tiénaba. Je vends de l'arachide et c'est la charrette qui constitue ma logistique de distribution. C'est aussi mon emploi, car là je viens de finir mes études coraniques. Pour le transport, chaque passager paye 300 francs. C'est pareil pour le bétail. Je peux transporter entre 7 et 10 sujets. Ça dépend juste des aptitudes physiques du cheval. Si ces files d'attente, ces embouteillages de charrettes se sont formés ce matin à Toubatoul, c'est que comme Abdoulahad, ils sont nombreux à faire du cheval leur gagne-pain. Je viens d'un village à 18 km d'ici. Je transporte des sacs de fans d'arachide. Le prix du sac peut aller jusqu'à 500 francs. Ça dépend de la distance. Aussi nombreux soient-ils, impossible de dire le nombre exact de personnes qui travaillent autour du cheval. Non plus la part contributive réelle du cheval dans l'économie. Mais une chose est sûre,
elle est non négligeable. Il y a 500 000 chevaux, 450 000 asins. Le cheval, c'est un auxiliaire du travail pour le paysan, c'est un facteur d'intégration et d'intensification des activités agropastorales, c'est un agent économique, c'est le tracteur, c'est un biotracteur. Ces inconditionnels du cheval sont formels. Le Sénégal gagnerait à organiser et à développer davantage cette filière. En moins de 6 mois, je ne dirais pas les courses hippiques tout court, je dirais l'industrie du cheval peut créer entre 500 et 800 emplois nouveaux. L'agriculture constitue l'épine dorsale du plan Sénégal émergent et le cheval est le moteur de l'agriculture. Donc pour utiliser un raccourci, le cheval est pratiquement le moteur du PC. En France par exemple, le secteur cheval fournit 140 000 emplois. Il y a 260 hippodromes en France. Et l'industrie du cheval en France vient en 3e position après l'aéronautique et l'automobile. Avec ses 500 000 chevaux répertoriés, sa longue tradition équine, le Sénégal peut envisager le futur avec le cheval. Tout repose, selon ses acteurs, sur le financement. Une loi tranche pourtant la question. Un décret de 1996 suivi d'un arrêté ministériel qui affecte 2% des recettes du PMU au développement du cheval. Reste toujours à le formaliser. La rubrique économie, c'est tous les jeudis. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal a effectué une visite à Thiès-Mbour. L'objectif de la tournée est de constater la qualité du dispositif mis en place dans le cadre de la lutte contre les inondations. Dame Silla. La station de pompage d'eau usée de Sampaté, première étape de la visite de la délégation de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Ici, le directeur général a effectué un tour sur les lieux pour constater le bon fonctionnement. Après échange avec les techniciens, pratiquement il n'y a rien à signaler au niveau de la station de pompage de Thiès. Autre étape de cette tournée, Mbour. Nous sommes au quartier zone Sonatel. Ici, les eaux envahissent chaque année les maisons, causant d'énormes dégâts. Pour régler définitivement cette situation, l'ONAS a lancé sur le site des travaux de drainage des eaux pluviales. Nous allons faire réaliser ici une bâche de pompage. C'est une solution universelle que nous n'avons pas quand même inventée. Mais vu le problème d'avoir ici une assise foncière, la bâche de pompage sera réalisée sur la route, sur la voie. Mais il faut rassurer les populations que c'est une solution d'abord universelle et une solution qui a toutes les normes de sécurité. Cette bâche de pompage sera équipée de 2 électropompes de 500 m3/h chacune. Nous allons aussi, en plus des raccordements au réseau Sénélec, pour pallier éventuellement au manque d'électricité. L'acte que l'on a Sonatel de Mbour est hautement apprécié par les autorités de la localité. Les populations ont également montré toute leur satisfaction. C'est un sentiment de satisfaction, de reconnaissance également auprès de l'ensemble de nos autorités qui sont là. Ça à partir du président et de l'autorité chargée de la mise en œuvre de ce projet. C'est un problème récurrent ici au niveau de la zone Sonatel. Nous avions tout fait avec nos maigres moyens, mais ça n'aboutissait jamais. Mais qu'aujourd'hui, avec l'appui de l'ONAS, du ministre et du président de la République, c'est devenu une chose vraiment concrète. L'Office national de l'assainissement du Sénégal ambitionne de régler définitivement les problèmes d'inondation dans le pays. Après Thiès et Mbour, d'autres localités seront visitées pour constater la qualité du dispositif mis en place, mais aussi et surtout recueillir l'avis des populations. L'appel, l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne réfléchit sur la labellisation et l'élaboration d'un cahier de charges. Les perditions et manquements notés dans la diffusion de certaines informations sont dans le viseur. L'appel veut un cadre normatif pour éviter les dérapages en ligne. Luis Bitza. C'est une révolution extraordinaire de la presse en ligne au Sénégal. Plus de 200 sites d'information seulement. Les agissements d'une partie de la presse en ligne inquiètent, avec pour corollaire des dérives liées aux atteintes gratuites à la vie privée des individus, à leur honorabilité et à leur dignité. Des exemples sont aussi hallucinants qu'ahurissants, peuvent être cités. Ces perditions et manquements trouvent leur substrat dans la recherche effrénée de trafic
simplement pour rentabiliser. Avec moins de 100 000 francs CFA, on peut créer un site. Et avec un minimum de technicité, on peut en tirer des revenus mensuels supérieurs ou égaux à un salaire moyen de l'administration sénégalaise. Aujourd'hui, les acteurs du secteur posent le débat sur plus de 200 sites d'information. Seule une soixantaine sont membres de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne. Au vu des dérives constatées, seul un cadre normatif de qualité s'impose. Pour les élus du peuple, les enjeux majeurs de la réflexion interpellent tout le monde. Parce que nous sommes tous interpellés pour que le cadre juridique qu'est le code de la presse puisse enfin voir le jour. Et c'est vrai qu'on nous lance souvent la balle, nous, en tant que députés, mais je pense que nous devons tous y travailler ensemble. Un même son de cloche pour le ministre conseiller en charge de la communication du président de la République. Pour Elhadji Amidou Kassé, la liberté, la qualité, l'éthique et la responsabilité sont aujourd'hui des enjeux majeurs pour mieux encadrer la presse online. L'essentiel, c'est que les acteurs majeurs de la presse en ligne, notamment l'association des professionnels et éditeurs de la presse en ligne, initient la réflexion pour mieux encadrer l'évolution de la presse en lui dotant d'une charte éthique et déontologique, mais en surtout formulant des critères de labellisation. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait d'un site d'information un site d'information. À quelles obligations sont soumis les promoteurs de sites d'information. La presse en ligne mérite donc un encadrement juridique et administratif. Le secrétaire d'État à la communication qui a présidé cet atelier de labellisation de la presse numérique a apporté une note d'espoir. Séance tenante, il a annoncé que l'État a fini de prendre toutes ses dispositions pour réglementer la presse online avant la fin de l'année. Ce sera au niveau de l'Assemblée aussi un autre moment de partage, de discussion et peut-être d'amendement. Mais nous comptons, je pense, notre volonté, c'est que d'ici la fin de l'année 2016, que le projet de code de la presse soit voté et que le Sénégal ait un cadrage juridique pour lutter contre toutes les dérives que toute la société sénégalaise condamne en ce qui concerne la presse en ligne. L'objectif de la réflexion est de renforcer davantage le corpus juridique de la presse en ligne. L'appel va travailler pendant 3 jours avec tous les compartiments de la société. À sa tête, l'État à mettre en place un cahier de charges, des mécanismes de labellisation reposant sur un ensemble de référentiels de qualité. Et puis le Sénégal a fini d'engager une vaste réflexion sur les mécanismes d'adaptation et de mise en conformité des termes de l'accord de Bangui sur la propriété intellectuelle, en atelier de restitution et de partage des résultats des travaux effectués par le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle relative au commerce vient de se tenir sous l'égide de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Alassane Diédhiou. Il y a à peine un an, s'est tenu à Saly le séminaire du sous-comité national sur la propriété intellectuelle relative au commerce ADPIC. Un séminaire qui a permis aux experts d'élaborer la contribution du Sénégal à la révision de l'accord de Bangui sur la propriété intellectuelle dans le cadre de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. L'accord de Bangui, c'est un accord de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui réunit 17 pays africains qui sont membres. Donc c'est un accord qui régit un peu les règles au niveau de la propriété littéraire, artistique, mais également, en tout cas, tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc cet accord a fait l'objet de révisions. Donc on avait demandé au niveau des États de procéder à des révisions, à la relecture en tout cas de l'accord, compte tenu des évolutions au niveau international. Aujourd'hui, il s'agit de restituer les résultats de cette réflexion issue d'un atelier résidentiel et de les partager avec les représentants, notamment la société civile, des ministères du commerce, de l'industrie et de la culture et les membres du comité national des négociations commerciales internationales. Le Sénégal, comme vous le savez, en matière de conventions internationales, est signataire de beaucoup de traités et instruments internationaux liés au commerce, qui devait donc ainsi apporter sa contribution pour adapter l'accord de Bangui. Ainsi, le sous-comité s'est réuni plusieurs fois et on a eu à apporter beaucoup de propositions. La première proposition est d'ordre formel, parce que le texte était un peu décousu. Et on a voulu, par exemple, l'annexe 11, qui porte sur la propriété littéraire et artistique,
liés au BSDA, la contribution a été de taille pour essayer d'avoir une sorte d'uniformisation, parce qu'il y avait beaucoup de textes épars au niveau de l'accord. Pour rappel, l'accord de Bangui qui concerne 17 États africains en matière de propriété intellectuelle a été signé en 1977 et renouvelé en 1999. Dans un contexte de mutation de la propriété intellectuelle et d'évolution du commerce international sur le plan normatif, il s'agit donc d'adapter et de mettre en conformité les termes de cet accord sur la propriété intellectuelle avec les engagements des États parties en matière de conventions internationales. Les acteurs culturels ont tenu un atelier de mise à niveau et de partage sur le pré-inventaire du patrimoine immatériel culturel du Sénégal. Un inventaire a été fait dans les 14 régions pour la réalisation d'un document où sera sauvegardé tout ce patrimoine. Fatimata Banielba. Le patrimoine immatériel culturel sénégalais est souvent perçu comme un domaine oublié au profit du matériel. Certes, 7 sites ont été inscrits au patrimoine culturel mondial, mais force est de reconnaître que les trésors culturels sont en train de tomber en déliquescence. Ces valeurs auxquelles nos ancêtres sont attachés et qui ont été transmises de génération en génération sont enfouies dans le patrimoine culturel immatériel. Et il était temps donc que le patrimoine culturel immatériel puisse bénéficier d'une politique, d'un programme précis pour quand même aboutir à sa reconnaissance au niveau national. Lorsque le président de la République Senghor a voulu créer une nation, il a voulu qu'on se retrouve dans une identité culturelle. Et une identité culturelle, on la retrouve à travers les récits que génère notre imaginaire, les contes, les légendes, etc. La responsabilité de tous est engagée dans cet inventaire. Autant l'État que les populations, tous doivent aider à la conservation de ce patrimoine. Les contes, les épopées, les rites profanes ou initiatiques, les savoir-faire et pratiques associées doivent être exhumés, partagés et diffusés pour leur revalorisation. La responsabilité de l'État maintenant, c'est la conservation de ce patrimoine, la numérisation de ces archives-là, mais nous sommes un peuple qui efface rapidement sa mémoire. Dès que un gouvernement arrive, la première des choses qu'on fait, c'est effacer le passé, alors qu'un pays ne peut pas se construire sur la base d'un effacement. Ce pré-inventaire a été possible grâce à la collaboration des directeurs des centres régionaux. Ce travail-là qu'on va commencer et finaliser bientôt avec cet atelier qui va nous permettre de mieux aborder le travail. Ce sera un travail vraiment qui sera fait dans les meilleures conditions, d'autant plus que les moyens pour le faire sont là. Le ministère est en train de tout faire pour nous mettre dans les conditions de travail. L'année prochaine, on aura une base de données pour dire dans chaque région qu'est-ce que nous avons comme potentiel. Si nous n'avons pas cette mémoire collective structurée autour de nos valeurs culturelles immatérielles, nous perdons tout. Nous avons déjà perdu énormément de choses. Il y a des choses, quand même, des savoir-faire qui sont complètement... Il y a des personnes âgées qui sont parties avec, même s'il y a des trésors humains, ce n'est pas suffisant. Il faut faire vite. Les acteurs espèrent disposer bientôt d'un texte administratif et législatif où sera répertorié tout le patrimoine immatériel culturel du Sénégal. À présent, je vous propose une longue excursion qui va nous mener jusqu'à la réserve de Kalissaï. Le site bénéficie d'un financement de plus de 65 millions de francs CFA de la part de la BirdLife International. C'est dans le cadre du projet de conservation des espèces migratrices le long de la côte ouest africaine. Il s'agit de renforcer la surveillance de la réserve ornithologique de Kalissaï. C'est en Casamance. Un plan d'action a été élaboré pour mener des activités de conservation de cet espace où se retrouvent plusieurs types d'oiseaux. Salut Sec. La réserve ornithologique de Kalissaï s'étend sur 120 hectares, un site unique dans son genre en Casamance. Des dizaines d'espèces d'oiseaux et des tortues de mer y séjournent chaque année. Dans la zone sud où nous sommes, parmi les 5 et les 7 espèces de tortues marines qui migrent dans les eaux de cette partie-là, nous avons déjà les 5. Et ça, c'est très important. Et dans la réserve ornithologique de Kalissaï, vous avez aussi des dauphins à bosse, des lamantins, ce qui témoigne encore une stabilité des habitats et de l'écosystème. Mais mieux encore, dans la réserve ornithologique de Kalissaï, l'année dernière, nous avons eu la reproduction de plus de 10 000 couples de sternes caspiennes. Cette année, nous avons eu aussi des sternes royales. Dans tous les autres aires protégées qui ont frontalier avec la côte,
on est confronté à des problèmes de perte d'habitat, mais la ROC a la particularité d'avoir l'effet inverse. C'est un gain d'habitat. Donc là, c'est en plus, c'est quelque chose de particulier au niveau national pour ne pas dire régional. Mieux, certaines espèces menacées dans le monde se comportent bien dans la ROC, et ceci grâce à la bonne conservation du site. Toutefois, les acteurs ne comptent pas dormir sur leur laurier. Ils entendent renforcer la surveillance. Ainsi, un plan d'action consensuel a été élaboré dans le cadre du projet de conservation des espèces migratrices le long de la côte ouest africaine. C'est un plan qui est composé de 3 principaux axes, à savoir la génération de revenus aux populations, parce que le projet vise aussi un volet qui est axé sur l'amélioration des conditions des populations qui vivent autour du site. Le second volet, c'est la recherche scientifique, mais aussi le suivi écologique. Et le troisième volet, c'est les actions à entreprendre dans des écoles, notamment la sensibilisation et l'éducation environnementale. Les populations que nous représentons et tous les membres du comité vont s'investir parce que nous n'avons pas une autre participation que la force que nous avons, n'est-ce pas, la volonté que nous avons, n'est-ce pas, la détermination et l'engagement que nous avons, n'est-ce pas, aux côtés des agents techniques, n'est-ce pas, pour mener à bien, n'est-ce pas, la conservation. Ce projet d'un montant de plus de 65 millions de francs CFA a été financé par BirdLife International. D'une durée de 3 ans, le programme sera exécuté par les responsables de la réserve en collaboration avec l'association NCD et les populations. Ainsi